L'hostilité à la cour et au ministre atteignit son comble, ou plutôt apparut dans sa plus grande liberté, après la mort de Richelieu. La noblesse, qui s'était crue délivrée par cette mort, avait beaucoup espéré de la régence d'Anne d'Autriche, alliée constante du vivant de Richelieu des conspirateurs aristocratiques. La conversion d'Anne d'Autriche à la politique absolutiste, l'élévation de Mazarin l'avaient vivement déçu sans l'intimider assez. Mazarin n'avait ni la naissance ni le prestige de Richelieu. L'image abhorrée du mauvais conseiller de la royauté se colorait en lui d'une teinte de bassesse et de roture dont son prédécesseur avait été exempt. Les scélérats de l'entourage royal, tels que les imaginait la noblesse, étaient de préférence des roturiers, des parvenus. Mazarin vint à point pour donner corps à cette idée traditionnelle. En novembre 1643, Balzac, dans son discours à la reine régente, on y trouve toutes les revendications de l'aristocratie, cessation de la guerre avec l'Espagne, adoucissement de l'absolutisme, rétablissement des droits du Parlement et des princes. Balzac demande à Anne d'Autriche d'établir dans le royaume une paix véritable, qui n'élèvera point de domestiques qui chassent les enfants de la maison. Ce discours paraissait au moment où Mazarin venait de faire emprisonner le duc de Beaufort, petit-fils d'Henri IV et tête principale du complot des importants. L'année d'après, Corneille, faisant imprimer sa tragédie de Pompée, éprouvait le besoin de la dédier à Mazarin, qu'une pièce de vers publiée en outre en tête de l'ouvrage remerciait sur un ton dithyrambique de quelques bienfaits. Or, il y a dans Pompée, écrit et représenté avant l'accès au pouvoir de Mazarin, des vers qui n'étaient guère faits pour plaire aux ministres. Cléopâtre, par exemple, y reproche à son frère, le roi d'Égypte, d'écouter ces lâches politiques qui n'inspirent au roi que des mœurs tyranniques, ainsi que la naissance, ils ont les esprits bas, en vain on les élève à régir des États, un cœur né pour servir, c'est mal comme on commande. Elle supplie de chasser ces mauvais conseillers. Affranchissez-vous d'eux et de leur tyrannie, rappelez la vertu par leur conseil banni, cette haute vertu dont le ciel et le sang enflent toujours les cœurs de ceux de notre sang. Pompée. Des vers semblables pouvaient éveiller de fâcheuses résonances. C'est exactement le langage que commençaient à employer les aristocrates ennemis de Mazarin, d'où, selon toute vraisemblance, la précaution de la dédicace. Ces vers traduisaient en tout cas le sentiment profond de Corneille, puisqu'il en reprend l'idée 20 ans après dans son Othon, et où il nous montre une noble romaine accablant de son mépris un affranchi, conseiller tout-puissant de l'empereur Galba, et qui ose se croire digne de devenir son époux. On m'avait dit pourtant que souvent la nature gardait en vos pareils sa première teinture, que ceux de nos Césars qui les ont écoutés ont tous souillé leur nom par quelque lâcheté, Othon. Les rois de France, eux aussi, avaient prétendu changer la teinture naturelle des hommes. Ils avaient élevé jusqu'aux plus hautes charges de l'État de simples roturiers. Ils en avaient fait leurs hommes de confiance, ministres, secrétaires d'État, commissaires, auxquels ils avaient donné la puissance réelle, ne laissant aux grands seigneurs que l'apparence honorifique du pouvoir. Corneille, en flétrissant la basse naissance des suppôts du despotisme, reproduisait en même temps qu'un lieu commun accrédité dans l'opinion moyenne, une vieille récrimination aristocratique, la même que l'historien Mézeray, qui écrivait lui aussi sous la Fronde, exprime rétrospectivement quand il reproche à Louis XI l'abaissement des grands et l'élévation des géants de néant. La situation ainsi créée par l'absolutisme chez Corneille est le point de départ du drame politique. Dans ce drame, la noblesse va s'attribuer face à la tyrannie le beau rôle d'une révolte légitime et salvatrice. Ce qui disculpe la noblesse de sa rébellion, ce sont les injustes traitements dont elle est l'objet. Ainsi, Claude Joly blâme la révolte des grands, mais estime que les ministres sont cause que ces personnes illustres se portent à ces extrémités fâcheuses, leur faisant quelquefois des querelles à plaisir et les persécutant si fort qu'ils sont contraints de se jeter eux-mêmes dans le précipice. Les grands, à les en croire, serviraient avec fidélité si on savait reconnaître et récompenser leur dévouement. Mais le défaut des rois est justement d'ignorer la reconnaissance, de se défier même de quiconque acquiert trop d'éclat à leur service. Un serviteur trop glorieux ne leur paraît pas assez dépendant. Prusias se méfie de son fils Nicomède, qui remporte pour lui victoire sur victoire.
et Araspé, son conseiller, s'emploie à le confirmer dans cette crainte et à discréditer les grands cœurs à ses yeux. C'est d'ordinaire ainsi que ses pareils agissent. À suivre leurs devoirs, leurs hauts faits se ternissent, et ces grands cœurs, enflés du bruit de leurs combats, souverains dans l'armée et parmi leurs soldats, font du commandement une douce habitude, pour qui l'obéissance est un métier bien rude. Nicomède. Le spectacle de Nicomède, injustement persécuté, fut donné pour la première fois en 1651. Peut-être au début de l'année, alors que les princes, c'est-à-dire Condé, son frère Conti et son beau-frère le duc de Longueville, étaient encore en prison par ordre de Mazarin, la captivité des princes de Condé, surtout à qui la royauté devait, comme Prusias à Nicomède, tant de victoires, ne s'acheva qu'en février 1651. On imagine quelle pouvait être la résonance de la pièce dans le public, les arguments par lesquels la cour justifiait l'arrestation des princes, à savoir leur indiscipline, leur prétention, leur arrogance. Corneille les reproduisait, nous venons de le voir, changer de sophisme flagorneur dans la bouche d'une peste de cour. Nicomède d'ailleurs représentait bien le genre de héros qu'on glorifie ordinairement dans Condé. On l'appelle au cours de la pièce conquérant, preneur de ville, et ce sont là les titres dont les contemporains gratifiaient Condé. Ainsi, en tête du grand Cyrus, la dédicace de Scudéry à Madame de Longueville fait allusion à son frère, le preneur de ville et le gagneur de bataille. Cette dédicace est de 1649. Les Scudéry, dans les premiers tomes de leur roman, devaient traiter longuement le thème du grand capitaine persécuté par un roi soupçonneux qui oublie qu'il lui doit son trône. Artamène, comme Nicomède et comme Condé, que d'ailleurs les clés du temps reconnaissent en lui et injustement emprisonné par son roi. Rappelons cependant que les premiers livres du Cyrus, où se trouve l'histoire de la prison d'Artamène, parurent avant 1650, c'est-à-dire avant la prison des princes. Il est bon de s'en souvenir pour comprendre qu'en tout ceci, l'actualité n'agit pas sur les œuvres littéraires par le détail précis des événements, mais par les conditions générales et par l'atmosphère. Les Scudéry ont raconté à l'avance les malheurs futurs de Condé, parce que l'idée de malheurs semblables hantait la noblesse. D'ailleurs, sur ce chapitre de l'ingratitude des rois, comme sur tant d'autres, l'esprit de la rébellion aristocratique se survécut en Corneille et survécut aux circonstances. Dans sa dernière tragédie, Suréna, représentée 30 ans presque après la Fronde, Corneille fait dire encore à son héros, persécuté par la famille royale, ces mots où réparer toute la vieille amertume des grands. Ou reparer toute la vieille amertume des grands. Plus je les servirai, plus je serai coupable, et s'ils veulent ma mort, elle est inévitable. Suréna. La réaction des grands devant tant d'injustice peut aller du complot caractérisé à une sorte d'insoumission sourde et hautaine, mêlée de protestations d'extrême dévouement. Artamène se défend devant son roi qui le soupçonne de trahison en ces termes orgueilleux. Il n'est pas aisé d'imaginer qui pourrait corrompre à son gré la fidélité de celui qui dispose à son gré des couronnes, le grand Cyrus. Cette allusion à ses services et à son pouvoir est, il est vrai, la seule marque d'irrespect qu'il se permette. Ce ne sont par ailleurs que déclarations d'aveugle obéissance. N'empêche qu'il résiste aux volontés du roi et qu'une révolte des grands présentée comme sympathique éclate en sa faveur. Suréna, lui aussi, s'est rappelé tout ce qu'on lui doit. J'ai vécu pour ma gloire autant qu'il fallait vivre. Je laisse un grand exemple à qui pourra me suivre. Mais si vous me livrez à vos chagrins jaloux, je n'aurai pas peut-être assez vécu pour vous, Suréna. C'est toujours le même ton, on a beau se dire dévoué, il y a un point à partir duquel on cesse au fond de se croire tenu à l'entière soumission. Bien que nous devions tout aux puissances suprêmes, madame, nous devons quelque chose à nous-mêmes, au ton. L'absolutisme heurté et les grands dressés contre la puissance royale, comment va se dérouler le drame? Le but vers lequel tend Corneille, c'est de concilier finalement la royauté et les gens de cœur. Mais en attendant, les épisodes violents ne manquent pas. Les gens de cœur peuvent prendre eux-mêmes les armes. Il peut arriver également que le peuple les prenne pour eux et défende leurs bons droits contre la tyrannie. Et en effet, dans ce temps de complot et d'émeutes, les grands se trouvèrent souvent alliés au bas peuple, ou plus exactement se servirent souvent de lui.
Condé soutenait ainsi avec tout le dédain qu'on imagine les extrémistes de l'armée bordelaise. À Paris même, le peuple eut son rôle dans les calculs et les manœuvres des grands. Ce n'était évidemment pas de gaieté de cœur que les grands employaient cet instrument dangereux. Comme les princes révoltés du Cyrus, ils étaient au désespoir d'être contraints de se servir d'un remède si plein de périls, n'ayant rien au monde de plus à éviter que la rébellion des peuples. Le théâtre de Corneille est plein de soulèvements populaires. Le peuple s'émeut pour Polyeucte, pour Héraclius, pour Nicomède, mais évidemment il n'a pas sur la scène de représentants, il joue tout entier un rôle de lointain comparse. À peine ceux dont il sert la cause parlent-ils de lui, et c'est pour le mépriser. Laodice, qui a soulevé le peuple contre la reine Arsinoé, vient déclarer à cette même reine: votre peuple est coupable dans tous vos sujets, et dans tous vos sujets, ces cris séditieux sont autant de forfaits. Mais pour moi qui suis reine et qui dans nos querelles, pour triompher de vous, vous ai fait ces rebelles, par le droit de la guerre, il fut toujours permis d'allumer la révolte entre ses ennemis. Nicomède. C'était ainsi que les grands du temps de la Fronde utilisaient le peuple pour se faire redouter de la cour. Le peuple n'avait plus qu'à disparaître dès qu'il recevait satisfaction. Les émeutes dont il rêvait ne devaient pas les brouiller avec la royauté, mais les faire valoir auprès d'elle, corriger sa dureté. Dans ces frondes de romans que leur imagination achevait mieux que la fronde réelle, les grands finissaient en sauveurs de la royauté repentie et reconnaissante. Ils venaient offrir généreusement au roi désemparé la paix et la tranquillité générale. Nicomède et Laodice protègent contre la foule qu'ils ont eux-mêmes déchaînée le couple royal. Nicomède vient dire au roi: tout est calme, Seigneur, un moment de ma vue a soudain apaisé la populace émue. L'émeute du Cyrus ne finit pas autrement. Artamène se jette aux pieds du roi au moment où le roi est à la merci des conjurés vainqueurs. Là aussi, le monarque reçoit une leçon de clémence de sa victime délivrée. Là aussi, la tyrannie confondue ouvre la voie à la bonne royauté. Nicomède trace donc le tableau d'une fronde imaginaire, d'une fronde qui se serait terminée par la victoire et par l'élévation des princes. Le fait que Nicomède, prince rebelle, est en même temps l'héritier du trône ne change rien à l'affaire. Au contraire, la confusion dans le même personnage du prince révolté et du futur bon roi est très significative. La fronde réelle avait comporté à un certain moment de telles espérances, mais en général il fallait être plus modeste. La clémence volontaire des rois était encore parmi les dénouements heureux le plus vraisemblable. C'est le dénouement de Cinna, s'il est une tragédie parmi celles de Corneille, qu'il soit difficile d'abstraire du temps où elle a été écrite, c'est bien celle-là. Sans prétendre y trouver l'écho d'un événement précis, révolte de Normandie ou conspiration des dames, il suffira de rappeler que sous Richelieu, une dizaine de complots aristocratiques se succédèrent, que la haute société y était fortement intéressée, et qu'elle ne pouvait pas ne pas voir dans les intrigues politiques des tragédies de Corneille la reproduction des événements qui l'entouraient, présentée sous le jour qui lui convenait. Les premiers spectateurs, dit Voltaire dans son commentaire sur Cinna, furent ceux qui combattirent à la Marfée, bataille livrée contre les armées royales par le comte de Soissons qui y trouva la mort en 1641, et qui firent la guerre de la Fronde. Inutile d'en dire beaucoup plus, pourvu qu'on étende la remarque à d'autres pièces qu'à Cinna. La force pathétique du dénouement est peut-être plus grande encore dans Cinna que dans Nicomède. Dans Cinna, c'était le crime consommé, la révolte ouverte, puis l'échec brusque, la foudre suspendue, déjà l'atmosphère du martyre, quand brusquement la réconciliation survenait d'en haut. Le crime était absous, et l'oppression changeait en suzeraineté magnanime. Ce même Condé dont on peut retrouver les traits dans le personnage de Nicomède, assistant à 20 ans à la première représentation de Cinna, versa des larmes, dit-on, au moment du pardon d'Auguste. 10 ans après, il devait jouer lui-même un nouveau Cinna réel, celui-là, où il rencontrerait, avant d'être pardonné, la prison, la défaite et l'exil. Cinna réalisé explique après coup les larmes versées, si elles le furent, devant le Cinna fictif. Peu importe qui du roi ou des grands a le rôle le plus glorieux dans la réconciliation finale. La réconciliation se fait, et elle se fait moyennant le dépouillement de la tyrannie, pour la plus grande gloire de la vraie et bonne royauté.
Une question subsiste: où finit la royauté et où commence la tyrannie? Corneille n'avait évidemment pas à résoudre ce problème théorique, il se bornait à mettre en scène les situations, les types, les attitudes nées du conflit des grands et de l'absolutisme. Il cherchait non pas à préciser les termes du débat, mais à en tirer l'effet dramatique le plus intense. D'autres que lui, et à son époque même, ont traité théoriquement la même question qu'il posait et résolvait dramatiquement. Tous les écrivains politiques de l'aristocratie, jusqu'à la Révolution de 1789, se sont efforcés d'établir les critères qui devaient permettre de distinguer la royauté de la tyrannie, la monarchie du despotisme. Toute l'œuvre de Montesquieu s'édifie autour de cette distinction. Le critère auquel il s'arrête finalement est l'existence d'un contrat qui doit régler les relations d'un vrai monarque avec ses sujets, d'une sorte de loi constitutionnelle, forme modernisée du vieux pacte féodal. Ce serait une erreur de croire que les doctrines constitutionnelles, en France du moins, soient nées dans les milieux bourgeois. Elles marquent d'une empreinte beaucoup plus profonde de la pensée aristocratique qui confond l'espérance d'une constitution avec le souvenir des anciennes lois ou de l'ancien gouvernement, c'est-à-dire des institutions féodales. En fait, le gouvernement féodal n'avait jamais connu de loi au sens propre du mot. Ce qui bornait l'autorité, ce n'était jamais une disposition légale, c'était l'état des choses et l'impuissance matérielle où se trouvait tout pouvoir, quel qu'il fût, à passer certaines limites. Mais les écrivains féodalistes représentaient volontiers comme une harmonie de droit ce qui n'avait été qu'une anarchie de fait régularisée par l'usage. Pour le présent, ils dressaient l'idée de la loi et du contrat contre l'absolutisme. Ainsi, Claude Joly, dont la tendance féodaliste n'est pas contestable et qui maudit les opinions nouvelles introduites en France par les ministres des derniers temps, donne de la loi cette idéale définition. Un contrat synalagmatique, lequel se forme de deux pièces également essentielles, savoir et de la proposition qui en est faite de la part du roi ou du peuple d'une part, et de l'acceptation libre de l'autre. Pour le cardinal Rey, également, les monarchies les plus établies et les monarques les plus autorisés ne se soutiennent que par l'assemblage des armes et des lois. Il s'agit évidemment de lois qui puissent s'imposer au pouvoir royal lui-même pour en avoir détruit les derniers restes. Richelieu, selon lui, forma la plus légitime des monarchies, la plus scandaleuse et la plus dangereuse tyrannie, qui ait peut-être asservi un État. Il fallait, pour réconcilier le roi et les grands, refaire en arrière le chemin parcouru par Richelieu, mais alors on bornera expressément le pouvoir des rois. Les monarques du vieux temps étaient faibles par la force des choses, les monarques modernes devront-ils l'être par la force des lois et des hommes? Parfois, bien rarement d'ailleurs, surtout au XVIIe siècle, les théoriciens osaient le demander clairement, mais en général le public, moins audacieux et qui ne trouvait nulle part dans la tradition une restriction proprement légale du pouvoir royal, ne formulait guère semblable exigence. Il rêvait d'une sorte de consentement généreux par lequel la royauté, sans abdiquer ses prérogatives, leur eût volontairement imposé certaines bornes. La littérature romanesque du XVIIe siècle se plaît à retracer souvent l'image paternelle d'une royauté qui met sa gloire à se limiter elle-même. Dans l'Astrée, le roi Mérové, faisant la leçon à son fils Childéric, qui manifeste un penchant au dérèglement et au despotisme, s'exprime en ces termes: « Tout prince qui veut commander un peuple se doit rendre plus sage et plus vertueux que ceux desquels il veut être obéi. Autrement, il n'y parviendra jamais qu'avec la tyrannie qui ne peut être assurée ni agréable à celui-même qui l'exerce. » L'Astrée. Dans le Cyrus, le roi Cambyse se laisse gouverner par les lois et ne gouverne que par elles, de sorte qu'il semble par toutes ses façons d'agir avec ses sujets qu'il est moins leur roi que leur père, le grand Cyrus. Corneille ne conçoit pas autrement la royauté idéale. Je n'abuserai point du pouvoir absolu dans Don Sanche, dit la reine Isabelle. Et dans Pertharite, un roi répond au conseiller qui l'invite à violenter sa captive. « Porte, porte au tyran tes damnables maximes. Je hais l'art de régner qui se permet des crimes. De quel front donnerais-je un exemple aujourd'hui que mes lois des demain puniraient en autrui ?» Pertharite. Corneille n'est pas théoricien, mais ses personnages argumentent souvent, intercalent dans le drame l'écho des discussions politiques de son temps. Les ennemis de l'absolutisme commençaient déjà à l'époque de Corneille à prendre l'habitude qu'ils garderont longtemps
de comparer subtilement les divers régimes politiques. Ce que fera Montesquieu, insistant sur la diversité des constitutions des peuples et analysant les ressorts de chacune d'elles pour en dégager l'idée de ce milieu parfait que constitue entre l'État populaire et l'État despotique la monarchie tempérée à l'ancienne mode. Corneille le fait à bâton rompu dans ses tragédies. Ainsi, dans Cinna, Maxime conseilla à Auguste d'abandonner le pouvoir. J'ose dire, Seigneur, que par tous les climats ne sont pas bien reçus toutes sortes d'états. Chaque peuple a le sien, conforme à sa nature, qu'on ne saurait changer sans lui faire une injure. Telle est la loi du ciel, dont la sage équité sème dans l'univers cette diversité. Les Macédoniens aiment le monarchique, et le reste des Grecs la liberté publique. Les Parthes, les Persans veulent des souverains, et le seul consulat est bon pour les Romains. Cinna, qui dans la même scène feint de défendre le régime absolutiste, oppose à cette diversité selon l'espace et l'inéluctable variation des temps. C'étaient là deux arguments courants dans la controverse politique. On invoquait le tempérament de la nation française pour justifier le maintien des vieilles institutions. On invoquait la marche des choses pour justifier les progrès de l'absolutisme. Il est vrai que du ciel, la prudence infinie départ à chaque peuple un différent génie. Mais il n'en est pas moins vrai que cet ordre des cieux change selon les temps comme selon les lieux. Cinna. Jadis la liberté, aujourd'hui le despotisme. Dans les discussions des personnages de Corneille, comme chez Montesquieu, la théorie des climats est faite justement pour résister à l'histoire et esquiver l'absolutisme. Voici maintenant dans Agésilas le panégyrique du gouvernement tempéré, opposé à l'épouvantail du despotisme asiatique, dont Montesquieu lui aussi fera un abondant usage dans son esprit des lois. Il s'agit justement ici des Perses de l'Antiquité, que Corneille voit plus semblables aux Persans de Montesquieu qu'aux compagnons du grand Cyrus, selon Mademoiselle de Scudéry. En Perse, il n'est point de sujet, ce ne sont qu'esclaves, abjects, qu'écrasent qu'un coup d'œil les têtes souveraines, le monarque ou plutôt le tyran général, n'y suit pour loi que son caprice, n'y veut point d'autre règle et point d'autre justice, et souvent même impute à crime capital le plus rare mérite et le plus grand service. Il abat à ses pieds les plus hautes vertus, s'immole insolemment les plus illustres vies, et ne laisse aujourd'hui que les sœurs abattues, que les cœurs abattus à couvert de ces tyrannies. La Grèce a de plus saintes lois, elle a des peuples et des rois qui gouvernent avec justice. La raison y préside et la sage équité, le pouvoir souverain par elle limité, n'y laisse aucun droit de caprice.